Chloé Martin n'avait que 12 ans lorsqu'elle s'est levée dans cette salle d'audience et a fait une promesse insensée. « Relâchez mon père, et je vous révélerai le vrai coupable. » Les adultes ont ricané. Après tout, que pouvait savoir une enfant sur un détournement de millions? Mais elle avait quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait, la vérité qu'ils avaient tous ignorée. Et quand elle a ouvert la bouche, le monde entier a dû s'arrêter pour écouter. Parce que parfois, ce sont les plus petits qui ébranlent les puissants. La salle du tribunal était étouffante ce matin-là. Marc Martin, 45 ans, comptable depuis 20 ans dans la même entreprise, était assis à côté de son avocat, les mains tremblantes. L'accusation était claire, détournement de 3,5 millions. Les preuves semblaient irréfutables. La procureure souriait, confiante. L'avocat de la défense regardait le sol, vaincu. Au dernier rang, presque invisible parmi les adultes en costume, Chloé observait tout. 12 ans, uniforme scolaire froissé, un cahier serré contre sa poitrine. Personne ne faisait attention à elle. Personne ne le faisait jamais. Le juge Antoine Dubois ajusta ses lunettes, prêt à prononcer la sentence. Considérant les preuves présentées, c'est à ce moment-là que Chloé s'est levée. Ses jambes tremblaient si fort qu'elle dut s'agripper au banc de devant. « Votre honneur !» Sa voix était fluette, mais elle trancha le silence. « Relâchez mon père, et je révélerai le vrai coupable. » Des rires éclatèrent dans la salle. Mais Chloé ne quitta pas le juge des yeux. 6 mois plus tôt, la vie de Chloé était complètement différente. Elle se levait tôt chaque jour, organisait son sac à dos avec une précision militaire, vérifiait 3 fois qu'elle avait tout pour les cours. C'est ainsi qu'elle fonctionnait, méthodique, soignée, obsédée par l'ordre. Pendant son temps libre, elle résolvait des énigmes de logique, ces jeux que la plupart des enfants trouvaient ennuyeux. Mais Chloé adorait ça. Elle adorait trouver des schémas là où personne n'en voyait. Et son père, Marc, était pareil. Comptable depuis 20 ans, il voyait les chiffres comme d'autres voyaient les mots. Le soir, après le dîner, ils s'asseyaient ensemble à la table de la cuisine. Il l'aidait avec les mathématiques, elle l'aidait à classer ses papiers du travail. Il triait des documents, agrafait des reçus, riait de blagues que seuls eux comprenaient. Ils n'étaient plus que tous les deux depuis la mort de sa mère, 3 ans auparavant. Un cancer, rapide, brutal, irréversible. Chloé se souvenait encore de l'odeur de l'hôpital, des mains froides de sa mère dans les siennes. Après cela, Marc était devenu à la fois père et mère. Il faisait des crêpes difformes au petit déjeuner, lui tressait les cheveux n'importe comment, mais il était toujours là. Toujours, jusqu'à cette nuit-là, Chloé fut réveillée par du bruit à la porte, des voix fortes, dures. Elle courut à la fenêtre de sa chambre et vit 3 hommes en gilet pare-balles entrer dans la maison, des agents de la police financière. L'un d'eux passa les menottes à son père tout en lisant un document. Marc essayait de s'expliquer, la voix de plus en plus désespérée. Puis il leva les yeux, vit Chloé à la fenêtre. « Je n'ai rien fait, ma chérie, je te le promets. » Elle resta paralysée, incapable de bouger. Elle regarda seulement la voiture l'emmener. Les semaines suivantes, Chloé partit vivre chez sa grand-mère Hélène. La maison sentait la naphtaline et le silence. Elle rendait visite à son père à la maison d'arrêt tous les samedis. Il était différent. Pâle, des cernes profonds, des mains qui tremblaient en tenant le téléphone de l'autre côté de la vitre. « Qu'est-ce qui s'est passé, papa ?» Marc soupira. Il expliqua que des millions avaient disparu de l'entreprise. Des virements bancaires menaient à son compte, des signatures numériques avec son code. Tout indiquait qu'il était le coupable. « Mais je te le jure sur ta mère, Chloé, je n'ai pas fait ça. Quelqu'un m'a piégé. » Chloé le regarda dans les yeux. Elle connaissait cet homme depuis toujours. Il ne mentait jamais, jamais. « Je te crois. » Et ce fut à cet instant, la main posée sur la vitre froide du parloir, que Chloé prit une décision. Si les adultes ne parvenaient pas à prouver son innocence, elle devrait le faire seule. Chloé ne perdit pas de temps. La semaine suivante, elle demanda à sa grand-mère Hélène de lui apporter les documents du dossier que l'avocat lui avait laissé. Des cartons et des cartons de papier, des relevés bancaires, des contrats, des emails imprimés. La grand-mère hésita, mais vit la détermination sur le visage de sa petite fille et céda.
Chaque soir, après l'école, Chloé s'enfermait dans sa chambre et étudiait. Elle étalait les papiers sur le sol, organisait par date, surlignait des montants, notait des horaires. Elle était douée avec les chiffres, un héritage de son père. Et plus elle regardait, plus elle trouvait de choses étranges. Les virements. Tout s'effectuait à des heures précises. Chloé prit l'agenda de son père que la police avait rendu et commença à croiser les informations. Le premier virement, 2 200 000, avait été fait un mardi à 14h23. Elle vérifia l'agenda. À cette heure-là, Marc était en réunion avec le conseil d'administration. Il y avait un procès-verbal signé par 7 personnes. Le deuxième virement, 1 300 000, un jeudi à 10h47. Marc était en formation obligatoire de l'entreprise, avec feuilles d'émargement et photos. Chloé nota tout dans un cahier bleu. Elle établit une chronologie détaillée. À chaque découverte, son cœur s'accélérait. C'étaient de vraies preuves, des preuves que son père était ailleurs lorsque le crime avait eu lieu. « Ça prouve qu'il n'a pas pu le faire », murmura-t-elle seule dans sa chambre à 3 heures du matin, entourée de papiers. Le lundi suivant, elle prit le bus seule jusqu'au bureau de l'avocat. Maître Durand était un homme fatigué, d'âge mûr, qui s'occupait d'affaires comme celle de Marc en tant qu'avocat, commis d'office. Quand la secrétaire annonça qu'une fillette voulait lui parler, il soupira mais la fit entrer. Chloé posa le cahier bleu sur son bureau. Elle commença à expliquer, vite, anxieuse. Elle lui montra la chronologie, les incohérences, les alibis de son père. Maître Durand écouta avec un demi-sourire. « Chloé, c'est très mignon de vouloir aider ton père. » Il repoussa le cahier vers elle. « Mais ce n'est pas une preuve suffisante, ma petite. »« Comment ça ? Il était en réunion, il y a des témoins. Les logs informatiques peuvent être programmés à l'avance. Les horaires sur les systèmes peuvent être erronés. Les fuseaux horaires, la manipulation des dates. L'accusation va démolir ça en quelques secondes. » Il se pencha en avant, essayant d'être gentil. « Ce dont j'ai besoin, c'est du vrai coupable. Qui a fait les virements? D'où? Avec quel appareil ?» Chloé tenta de discuter, mais il leva la main. « Laisse ça aux adultes, ma petite. Tu en fais déjà beaucoup, rien qu'en croyant en lui. » Le samedi, Chloé retourna à la prison. Elle parla à son père du cahier, des découvertes, de la réaction de l'avocat. Marc écouta tout, des larmes coulant sur son visage. Quand elle eut fini, il pressa ses mains contre la vitre. « Ma chérie », sa voix se brisa, « tu es incroyable, mais tu n'as pas apporté ça. Tu en fais déjà tellement juste en étant là. Je vais le prouver, papa, d'une manière ou d'une autre. » Il sourit, mais c'était un sourire triste, de celui qui n'a plus d'espoir. Cette nuit-là, de retour dans la chambre de sa grand-mère, Chloé regarda le cahier bleu. Toutes ses heures de travail, toutes ses découvertes. Et l'avocat ne les avait même pas prises en compte, et elle qui pensait qu'il suffisait d'être intelligente et persévérante pour trouver la vérité. Le procès commença 3 semaines plus tard. Chloé manquait l'école tous les jours pour être là. Elle s'asseyait toujours au dernier rang, le cahier bleu sur les genoux, prenant des notes. Sa grand-mère Hélène essaya de la convaincre de ne pas y aller, mais Chloé était bien trop têtue. La procureure, Maître Leclerc, était implacable. Le premier jour, elle présenta des relevés bancaires projetés sur un écran immense. 3,5 millions transférés en 5 opérations distinctes, toutes avec la signature numérique de Marc Martin, toutes autorisées avec son code personnel, celui que lui seul connaissait. « Voyez, messieurs les jurés. » Elle pointa les chiffres. « Il n'y a pas de place au doute. L'accusé avait un accès exclusif. L'accusé avait le code. L'accusé a exécuté les virements. » Maître Durand, l'avocat de la défense, tentait d'argumenter. Il parlait d'un casier vierge, de 20 ans de service impeccable, d'un homme de famille. Mais ces mots sonnaient creux face aux preuves concrètes. Chaque jour, Chloé voyait son père dépérir un peu plus. Il était pâle comme un linge. Il avait tellement maigri que son costume était devenu trop large. Ses cernes étaient profonds. Ses mains tremblaient constamment. Pendant les pauses, il essayait de lui sourire à travers la salle, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. Chloé n'abandonnait pas. Dans les couloirs, elle abordait les témoins, posait des questions qu'elle notait dans son cahier. « Vous souvenez-vous à quelle heure était la réunion »
Avez-vous vu mon père sur l'ordinateur ce jour-là? Mais tous la regardaient avec pitié ou agacement. Une fille de 12 ans, en uniforme scolaire froissé, posant des questions d'avocat. Certains étaient gentils, la plupart l'ignoraient tout simplement. Le 4e jour du procès, Laurent Garnier monta à la barre des témoins. Directeur financier de l'entreprise, 50 ans, cheveux grisonnants parfaitement coiffés, costume impeccable. C'était lui qui avait découvert le détournement et dénoncé Marc. Marc était comme un frère pour moi. Laurent Garnier parla d'une voix étranglée par l'émotion. Nous travaillions ensemble depuis 15 ans. Nous nous faisions confiance. Quand j'ai découvert ce qu'il a fait, ça a été comme un coup de poignard. Chloé observait chacun de ses mouvements. Quelque chose la dérangeait, mais elle n'arrivait pas à identifier quoi. Peut-être la façon dont il détournait le regard en mentionnant la confiance, ou comment ses mains restaient complètement immobiles pendant qu'il parlait. Aucune nervosité, aucune émotion réelle au-delà des mots mémorisés. Mais personne d'autre ne semblait le remarquer. Le jury hochait la tête, ému. La procureure souriait, satisfaite. Et Marc regardait juste le sol. Cette nuit-là, de retour dans la chambre de sa grand-mère, Chloé pleura pour la première fois depuis le début. Elle pleura bruyamment, désespérée, le visage enfoui dans l'oreiller. Pour la première fois, un doute terrible traversa son esprit. Et si tout le monde avait raison et que j'étais la seule à avoir tort? Elle regarda les photos sur la table de chevet. Son père souriant, sa mère dans ses bras, elle petite, entre les deux. Est-ce que ses souvenirs étaient faux? Est-ce que le père qu'elle connaissait n'avait jamais vraiment existé? L'avant-dernier jour du procès, Maître Durand appela Chloé dans le couloir. Il était abattu, les épaules basses, les yeux fatigués. « Chloé, je suis vraiment désolé, mais il n'y a plus rien à faire. La condamnation est certaine. Le maximum que je puisse tenter, c'est une réduction de peine. » Chloé sentit le monde tourner. Ses jambes flageolèrent. Elle murmura quelque chose et partit en courant vers les toilettes. Elle s'enferma dans une cabine et vomit, l'anxiété finissant par la rattraper. Ensuite, elle se passa de l'eau froide sur le visage et se regarda dans le miroir. Les yeux rouges, le visage pâle, une enfant épuisée jouant à l'adulte. Elle décida de partir. Elle ne voulait pas voir la sentence le lendemain. Elle ne pourrait pas le supporter. Mais en passant par le couloir du tribunal, elle entendit une voix familière. Laurent Garnier était adossé à une colonne au téléphone, le dos tourné. Chloé s'arrêta instinctivement derrière une porte entr'ouverte. « Demain, c'est fini. » Sa voix était différente maintenant, froide, calculatrice. « L'idiot va payer pour nous tous. » Un petit rire. « Tout est aux îles Caïmans. Après le verdict, on attend quelques mois et on partage tranquillement. Personne ne se doute de rien. » Chloé resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait l'entendre. Elle prit son téléphone avec des mains tremblantes, essaya d'enregistrer, mais l'écran clignota, batterie à plat. Laurent Garnier raccrocha et rangea son téléphone. Il s'éloigna dans le couloir en sifflotant doucement. Il passa à quelques centimètres de l'endroit où Chloé était cachée, mais ne la vit pas. Quand il disparut, Chloé glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir sur le sol froid du couloir. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Elle savait, maintenant. Elle savait qui était le coupable. Elle savait que son père était innocent. Mais elle n'avait aucun moyen de le prouver, aucun enregistrement, aucun témoin. Juste la parole d'une enfant de 12 ans contre un directeur respecté. Cette nuit-là, elle resta éveillée jusqu'à l'aube, fixant le plafond de sa chambre, et elle réalisa la vérité la plus cruelle de toutes. Savoir et prouver étaient deux choses complètement différentes. Avez-vous déjà su une vérité que personne ne croirait si vous la racontiez? Avez-vous déjà ressenti cette frustration d'être certain de quelque chose, mais de ne pas pouvoir le prouver? Si cela vous est déjà arrivé, laissez un « oui » dans les commentaires. Je les lis tous, et je veux savoir que vous êtes là avec moi, à suivre cette histoire jusqu'au bout. Chloé rentra chez elle au milieu de la nuit. Sa grand-mère Hélène dormait. Elle entra dans sa chambre sans faire de bruit, s'assit sur son lit, mais ne parvint pas à fermer les yeux. Son esprit tournait en boucle, répétant la conversation qu'elle avait entendue. « L'idiot va payer pour nous tous. » Les mots résonnaient, mais sans preuve. Ce n'étaient que des mots. Elle ouvrit à nouveau le cahier bleu.
Elle feuilleta les pages remplies de notes, de chiffres, de dates. Tout y était correct, mais l'avocat avait raison. Ce n'était pas suffisant. Il lui fallait quelque chose de plus. C'est alors qu'elle se souvint d'une chose que son père disait toujours quand elle bloquait sur un problème de maths. Quand tu n'arrives pas à le résoudre par l'avant, Chloé, essaie par l'arrière, change d'angle. Elle prit une feuille blanche et commença à réfléchir différemment. Si Laurent Garnier était le coupable, comment avait-il obtenu le code de son père? Comment avait-il exécuté les virements sans laisser de traces? Il devait y avoir un moment, un lieu, une faille. Chloé ferma les yeux et força sa mémoire. Quelques mois avant le détournement, son père avait mentionné quelque chose au dîner. Un incident au bureau. Il avait laissé son ordinateur allumé toute la nuit à cause d'une mise à jour critique du système. Laurent s'était proposé de rester et de fermer le bureau après le départ de tout le monde. C'était cette nuit-là, murmura Chloé pour elle-même. Il a cloné les accès cette nuit-là. Elle fouilla dans les documents jusqu'à ce qu'elle trouve les registres d'entrée et de sortie du bâtiment de l'entreprise. Chaque employé passait un badge en sortant. À cette date précise, Laurent était parti à 23h47, presque minuit. Bien trop tard pour quelqu'un qui devait juste fermer une salle. Mais c'était encore circonstanciel. Ce n'était toujours pas une preuve concrète. Chloé prit son téléphone, maintenant chargé, et commença à faire des recherches. Île Caïman. Laurent l'avait mentionné au téléphone. Elle découvrit que c'était un paradis fiscal, un endroit où les gens cachaient de l'argent sale. Une intuition la poussa à chercher sur les réseaux sociaux. Le profil de Laurent était privé maintenant, mais elle fit défiler jusqu'aux anciennes publications datant de plusieurs mois avant que tout ne commence. Et là, elle trouva des photos d'une plage paradisiaque. Vacances bien méritées au Caïman, disait la légende. Chloé vérifia la date de la publication, une semaine après le détournement, exactement une semaine après qu'il eut découvert le crime et dénoncé Marc. Elle rassembla tout dans une chronologie. L'accès nocturne suspect pour cloner les codes, les virements exécutés à distance, le voyage stratégique au paradis fiscal juste après le crime, et maintenant l'aveu qu'elle avait entendu dans le couloir. C'étaient des pièces circonstancielles, mais elles formaient un puzzle logique. Trop clair pour être une coïncidence. Chloé regarda l'horloge. 5 heures du matin. Dans 4 heures, le jugement final aurait lieu. Elle ne savait pas si cela serait suffisant. Mais pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose qu'elle avait oublié, l'espoir. Chloé se réveilla avec son réveil à 7 heures du matin. Elle n'avait pas dormi, mais elle n'était pas fatiguée non plus. L'adrénaline circulait dans ses veines comme de l'électricité. Elle prit une douche rapide, enfila son uniforme scolaire, le seul ensemble de vêtements formels qu'elle avait, et commença à tout organiser. Elle imprima les registres d'entrée et de sortie du bâtiment. Elle fit des captures d'écran, des photos de Laurent aux îles Caïmans, les agrandissant pour montrer clairement les dates. Elle prit un grand carton que sa grand-mère utilisait pour ses loisirs créatifs et monta une chronologie visuelle. À gauche, l'accès nocturne de Laurent. Au milieu, les dates des virements. À droite, son voyage une semaine plus tard. Grand-mère Hélène apparut à la porte de la chambre, encore en robe de chambre. Elle vit sa petite fille entourée de papiers, d'impressions éparpillées, le carton marqué au feutre rouge. « Chloé, qu'est-ce que tu fabriques ? Je vais prouver que papa est innocent. » La grand-mère s'assit lentement sur le lit. Elle regarda sa petite fille avec un mélange de fierté et de peur. « Et s'il ne t'écoute pas, ma chérie ? Et s'il t'ignore encore ?» Chloé arrêta ce qu'elle faisait. Elle regarda sa grand-mère avec des yeux qui semblaient bien trop vieux pour une enfant de 12 ans. « Alors au moins, j'aurais tout essayé, mamie. Alors je pourrais regarder mon père et lui dire que j'ai fait tout ce que je pouvais. » Sur le chemin du tribunal, dans le bus bondé, Chloé répétait mentalement, mot pour mot, argument pour argument. Comment elle commencerait, ce qu'elle dirait, comment elle répondrait si on l'interrompait. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'asseoir dessus pour le cacher. Et les peurs venaient par vagues. Et si je me trompe? Et si j'enfonce encore plus mon père? Et si Laurent me poursuit pour diffamation? Elle avait 12 ans. C'était une enfant accusant un directeur financier respecté d'un crime de plusieurs millions.
Qui la croirait? Plusieurs fois, elle faillit descendre du bus, faillit abandonner et rentrer chez elle. Il serait plus facile de donner les documents à maître Durand et de le laisser décider quoi faire. Mais alors, elle se souvint de la voix de Laurent dans le couloir. L'idiot va payer pour nous tous. La froideur de ses mots, la certitude de l'impunité. Et elle se souvint de son père, de ses mains tremblantes sur la vitre du parloir, de ses yeux vides pendant le procès, de 20 ans de vie honnête en train d'être détruits en quelques semaines. Quand le bus s'arrêta devant le palais de justice, Chloé descendit. Elle serra le carton contre sa poitrine et entra. La salle était comble. C'était le dernier jour, le jour de la sentence. Des journalistes à la porte, des caméras, des micros. L'affaire avait fait du bruit. Un comptable détourne des millions et ruine des familles d'investisseurs. Chloé se fraya un chemin parmi les adultes jusqu'au dernier rang. Elle vit son père qu'on amenait. Il la regarda, surpris de la voir là. Il essaya de sourire, mais n'y parvint pas. Chloé fit un geste discret montrant le carton. Il fronça les sourcils, confus. Le juge Antoine Dubois entra. Tout le monde se leva. Il frappa avec son marteau et demanda le silence. Il commença à lire ses considérations finales, à résumer les preuves. Sa voix était monotone, bureaucratique. Chloé sentait son cœur battre si fort que ça lui faisait mal. Considérant la matérialité du crime, la qualité d'auteur prouvée par les signatures numériques et les codes personnels, et l'absence de preuves contredisant, c'est à ce moment-là que Chloé se leva. Le carton tomba au sol avec un bruit sourd. « Votre honneur !» Sa voix sortit plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai quelque chose d'important à dire. » Toute la salle se retourna. Des murmures, des rires contenus. Le juge la regarda par-dessus ses lunettes, irrité. « Et qui êtes-vous » ? « Chloé Martin, la fille de l'accusé. » Plus de rire. La procureure se leva immédiatement. « Votre honneur, c'est inadmissible. La défense ne peut pas... » « Elle ne fait pas partie de la défense, maître Leclerc. » Maître Durand semblait aussi surpris que tout le monde. « Je ne savais pas que... » Le juge leva la main pour demander le silence. Il fixa Chloé un long moment. Il vit une fille de 12 ans, en uniforme scolaire froissé, les mains tremblantes, mais le regard ferme. « 2 minutes, dit-il finalement, et seulement parce que je n'ai jamais vu une enfant avoir le courage d'interrompre un tribunal. » Chloé s'avança, ramassa le carton par terre. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle posa le carton sur un chevalet qui se trouvait là pour les présentations. Elle prit une profonde inspiration. « Mon père n'a pas commis ce crime, et je vais vous montrer qui l'a vraiment fait. » Chloé pointa la première partie du carton. Sa voix tremblait encore, mais elle se força à être claire. « Ce sont les dates et les heures des 5 virements. Regardez ici. » Elle indiqua chacun d'eux. Ils ont tous été faits quand mon père était en réunion publique, avec des témoins, avec des procès-verbaux signés. Il ne pouvait pas être sur son ordinateur à faire ses virements. La procureure se leva. « Votre honneur, cela a déjà été discuté. Les virements peuvent être programmés à l'avance. »« Peut-être. » Chloé la dévisagea. « Mais ils nécessitent les codes d'accès, et j'ai découvert quand ces codes ont été volés. » Elle se tourna vers la deuxième partie du carton. 6 mois avant le crime, il y a eu une mise à jour du système dans l'entreprise. Mon père a laissé son ordinateur allumé toute la nuit. Le directeur financier, Laurent Garnier, s'est proposé de rester et de fermer le bureau. Regardez ici. Elle montra le registre d'entrée et de sortie. Il est parti à 23h47, presque minuit. Pourquoi quelqu'un resterait-il si tard juste pour fermer une salle? Des murmures dans la salle. Le juge se pencha en avant, intéressé. Laurent Garnier, assis parmi les spectateurs, était blême. « C'est circonstanciel, » protesta la procureure. « Ça ne prouve rien. Alors expliquez ça. » Chloé montra la troisième partie. 1 semaine après le détournement, 1 semaine après qu'il a découvert le crime et dénoncé mon père, Laurent Garnier est parti en voyage aux îles Caïmans. Un paradis fiscal. Voici les photos qu'il a lui-même postées sur les réseaux sociaux avant de tout effacer. La salle explosa en conversation. Le juge frappa de son marteau pour demander l'ordre. Maître Leclerc regardait les documents avec une expression changée.
Pour la première fois, il y avait un doute. Laurent se leva de sa chaise, rouge de colère. « C'est absurde. La petite est désespérée. Elle invente des histoires. Je suis parti en vacances. Ce n'est pas un crime. » « Non, ce n'en est pas un. » Chloé se tourna vers lui, et sa voix sortit ferme maintenant, sans peur. « Mais hier, je vous ai entendu dans le couloir du tribunal. Au téléphone. Vous avez dit « Demain, c'est fini. L'idiot va payer pour nous tous. » Vous avez parlé de partager l'argent. Vous avez mentionné des comptes aux îles Caïmans. Silence absolu. Laurent se figea. Son visage passa du rouge au blanc. « Tu mens !» Sa voix sortit aiguë, désespérée. « Vraiment ?» Chloé fit un pas en avant. « Alors pourquoi un directeur financier honnête aurait-il des comptes non déclarés dans un paradis fiscal? Pourquoi on n'enquête pas sur lui? Pourquoi on ne demande pas ses relevés bancaires ?» Le juge regarda Laurent. « Monsieur Garnier, la demoiselle ment-elle ?» Laurent ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient. Maître Durand, réagissant enfin, se leva. « Votre honneur, je demande formellement une enquête complète sur Laurent Garnier. » Accordé. Le juge frappa de son marteau. « Suspension de 30 minutes. Je veux une vérification préliminaire des registres bancaires de Monsieur Garnier. » Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Chloé. Elle retourna à sa place, ses jambes cédant enfin. Marc la regardait, des larmes coulant sur son visage. Il murmura à travers la distance « Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. » 32 minutes plus tard, des agents revinrent avec des documents. Le juge lut en silence, et son expression changea complètement. Laurent Garnier possède 3 comptes non déclarés aux îles Caïmans, ouverts il y a 8 mois. Sa voix résonna dans la salle. Des dépôts de 3 400 000 € ont été effectués à des dates correspondant à la période du crime. Chaos, des cris, des flashs d'appareils photo, des journalistes qui couraient. Laurent tenta de sortir mais fut immédiatement arrêté par des agents. Il criait, niait, puis s'effondra. Il se couvrit le visage de ses mains et avoua tout là, sur le champ, le plan, le clonage des codes, l'exécution, le coup monté contre Marc. Le juge frappa son marteau à plusieurs reprises jusqu'à obtenir l'ordre. Puis il regarda Marc. « Monsieur Marc Martin, vous êtes innocenté de toutes les accusations. J'ordonne votre libération immédiate. » On lui retira les menottes. Marc se leva, encore sous le choc. Chloé courut. Il la prit dans ses bras et tous deux s'effondrèrent en larmes au milieu de la salle d'audience. Elle, si petite, lui, tremblant, serrés l'un contre l'autre comme si le monde s'était arrêté. 3 mois plus tard, la vie avait repris son cours normal, mais c'était une normalité différente, transformée. La matinée commençait dans la même cuisine que toujours. Marc préparait des crêpes, la recette que la mère de Chloé avait l'habitude de faire, celle avec les pépites de chocolat qu'elle adorait. Chloé aidait à retourner les crêpes, souriant lorsque certaines étaient ratées. La routine était de retour, mais il y avait une nouvelle légèreté dans l'air, comme si, après avoir failli tout perdre, chaque moment simple avait acquis un éclat particulier. Marc avait recommencé à travailler. Une société d'audit l'avait contacté après l'acquittement, impressionné par l'histoire. Il avait accepté, mais à une condition, des horaires flexibles pour ne plus jamais manquer un petit déjeuner avec sa fille. Chloé retourna à l'école. Ses camarades la traitaient différemment maintenant. Il y avait de l'admiration dans leurs regards, des chuchotements dans les couloirs. C'est elle qui a sauvé son père. Mais Chloé restait la même fille discrète et studieuse. Sauf que maintenant, quand la professeure posait une question en classe, sa main se levait un peu plus vite, sa voix sortait un peu plus assurée. Un samedi après-midi, Chloé faisait ses devoirs de maths sur la table du salon. Elle bloqua sur un problème d'algèbre en fronçant les sourcils. Marc s'assit à côté d'elle, prit le crayon et commença à expliquer, exactement comme il l'avait toujours fait. Mais il y avait quelque chose de différent maintenant. Elle le regardait non plus seulement comme une fille regarde son père, mais avec un respect nouveau, de celle qui sait qu'ils ont combattu côte à côte. Et lui la regardait non plus comme une enfant, mais comme quelqu'un qui avait prouvé être plus courageuse que la plupart des adultes. Le dimanche, ils visitèrent la tombe de sa mère. Ils apportèrent les fleurs blanches qu'elle aimait tant. Marc s'agenouilla et lui raconta tout à voix basse.
Notre Chloé m'a sauvé la vie. Tu serais tellement fier d'elle ?» Chloé resta silencieuse, se contentant de lui tenir la main. Le soir, dans sa chambre, Chloé regarda le cahier bleu rangé sur l'étagère. Elle sourit légèrement. À côté de lui, maintenant, il y avait un nouveau livre, Logique criminelle appliquée. Marc apparut à la porte, vit le livre, sourit. « Tu penses à l'avenir ? Peut-être. Ou peut-être que je veux juste comprendre comment j'ai réussi. » Avant de s'endormir, Chloé regarda par la fenêtre, la même où elle avait vu son père se faire arrêter des mois plus tôt. Mais maintenant, il était dans le salon, en sécurité, libre, à nouveau à elle. Elle ferma les yeux avec une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle n'avait pas changé le monde entier, mais elle avait changé leur monde, et c'était plus que suffisant. Chloé a commencé ce voyage en tant que fille invisible. 12 ans, assise au dernier rang d'un tribunal, ignorée parce qu'elle était une enfant. Mais elle a appris quelque chose de fondamental. Être petite ne signifie pas être impuissante. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est décider d'agir même quand les jambes tremblent et que le monde entier vous dit que vous avez tort. La vérité n'est pas toujours évidente. Parfois, elle est cachée dans les horaires d'un registre, dans de vieilles photos sur les réseaux sociaux, dans des conversations surprises. Et prouver cette vérité est encore plus difficile que de la trouver. Mais Chloé a découvert que cela valait la peine d'essayer. Toujours. Elle a aussi appris quelque chose sur le système. Il n'a pas échoué par méchanceté ou corruption. Il a échoué par paresse intellectuelle. Les gens se sont contentés de la réponse facile parce qu'elle était plus pratique. Ils ont fait confiance à Laurent Garnier parce qu'il avait le bon poste, la bonne prestance. Ils ont ignoré Chloé parce qu'elle était trop jeune. Personne n'a remis en question. Personne n'a enquêté au-delà de l'évidence. L'héritage de Chloé va au-delà du sauvetage de son père. Elle a prouvé que la logique, l'épreuve et le courage peuvent changer les destins. Que l'âge ne détermine pas la capacité, que les voies les plus importantes viennent parfois des endroits les plus improbables. Pour tous ceux qui ont écouté cette histoire, voici un rappel. Nous devons écouter même lorsque c'est gênant. Nous devons questionner même lorsque tout le monde semble d'accord. Nous devons défendre la véritable innocence, peu importe le coût. Et par-dessus tout, cette histoire nous enseigne que l'amour, que ce soit celui d'un père pour sa fille ou d'une fille pour son père, peut être la force la plus puissante pour rechercher la justice dans ce monde. Parce que c'est l'amour qui a empêché Chloé d'abandonner. C'est l'amour qui a transformé une enfant effrayée en une guerrière de la vérité. La vérité a toujours été là, à attendre. Elle avait juste besoin de quelqu'un d'assez courageux pour la montrer au monde. Si l'histoire de Chloé vous a ému d'une manière ou d'une autre, laissez votre like ici. C'est ainsi que vous me montrez que ces histoires comptent vraiment. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville me regardez-vous maintenant? Je lis chacun d'entre eux, vraiment, et je m'efforce de répondre à ceux qui prennent ce petit temps pour commenter. Si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, des histoires qui émeuvent et font réfléchir, abonnez-vous à la chaîne. Nous ne sommes qu'au début de ce voyage et chaque nouvel abonnement me donne la force et la certitude que cela vaut la peine de continuer. Ne partez pas tout de suite, choisissez l'une des histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.